Bonjour à toutes et à tous. Les confidences littéraires ont la chance, l'immense chance de rencontrer aujourd'hui Hélène Frappa à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Le Mont Fuji n'existe pas, publié chez Actes Sud. Bonjour Hélène Frappa. Bonjour. Vous êtes agrégée de philosophie, passionnée de cinéma qui tient une grande place dans votre univers. Vous collaborez en tant que critique pour les Cahiers du cinéma, les Inrocks, la revue de lettres du cinéma, et avez consacré plusieurs essais à des cinéastes, notamment Jacques Rivette, que nous retrouvons d'ailleurs dans votre dernier opus. Vous êtes également productrice de documentaires et traductrice en anglais et en italien. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans publiés aux éditions Alia et Actes Sud et de nombreux essais. Depuis Sous réserve, publié en 2004, votre premier roman, vous n'avez de cesse d'entremêler fiction et réel et de chercher à capter les secrets de vos personnages. Dès votre premier roman, vous mettez en place un dispositif au sein duquel s'entrecroisent des images et des références philosophiques, littéraires et cinématographiques. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de votre dernier roman, Le Mont Fuji n'existe pas, dans lequel vous continuez à creuser ce sillon, celui d'une écrivaine avide de transformer des personnes rencontrées en personnages. Vous avez d'ailleurs exprimé, pour ce livre-là, c'est comme si j'étais une sorte de médium. Je marchais dans la rue, les personnages, comme dans un film de Buster Keaton, se cognaient contre moi, c'était une sorte de coup de foudre permanent. Votre imaginaire prolifique, hanté par le cinéma et la philosophie, floute les limites entre la fiction et l'autobiographie. Mensonges, mémoire, trahison, deuil, accident et même suicide sont quelques-uns des thèmes que l'on retrouve fréquemment dans vos écrits. Alors de quoi s'agit-il? C'est l'histoire d'une écrivaine qui, armée d'un petit carnet dans lequel elle note tout sur les personnes qu'elle rencontre, transforme celle-ci aux quatre coins du monde et à des époques différentes en personnages et installe ainsi le lecteur dans la tête de l'auteur. Nous devenons ainsi témoins privilégiés du travail de l'écrivain. Dans l'ombre d'un monstre minotaure, dans sa gigantesque villa, nous empruntons un labyrinthe et rencontrons de nombreuses personnes qui se font écho. Denise, la cliente mystère, un ancien professeur de philo, Eël, la femme à homme, c'est bien Eël, c'est ça? On prononce Eël, oui. La femme à homme. Oui. Un ancien amant saxophoniste, Mr. Brown, Bérangère, l'amie d'enfance, votre mère, etc. Dans ce roman virtuose sur ce que signifie écrire, vous nous mettez, nous lecteurs, face à la porosité entre la littérature et la vie. Chère Hélène Frappa, pouvez-vous nous parler de votre livre et de sa genèse? C'est une genèse longue, comme pour tous les livres, ça a pris des années. Et c'est une genèse qui a été particulière parce qu'elle a été vraiment dans une marée, je dirais, un flux, plutôt qu'un aller-retour, une sorte de mouvement de marée entre ce qu'on appelle la réalité et ce qu'on appelle la fiction. Alors maintenant, je pense que je sais probablement mieux ce que c'est que la fiction que ce qu'est la réalité, où j'ai probablement pas tout à fait compris. Sinon, que ce que j'en ai compris, c'est que la fiction a beaucoup à nous en dire et donc la fiction est en avance sur la réalité. Donc on peut y lire plus que des signes, mais des présages. Donc c'est un livre qui a commencé il y a longtemps comme un pur roman de fiction. La fiction s'est trouvée un peu en deçà des personnages que je rencontrais au fur et à mesure. Et ça c'est devenu un livre assez particulier par rapport à tout ce que j'ai pu écrire, en tout cas il me semble. C'est-à-dire un livre où en effet, à la fois il y a des vrais personnages, très, très forts je trouve, et en même temps, on peut s'y lire ce que fait presque une sorte de manuel d'écriture, en quelque sorte. C'est-à-dire la manière dont ce qui se passe dans la tête d'un écrivain, de tous les écrivains, je pense, qui est cette espèce d'alchimie permanente, de métamorphose, d'énamoration, de coup de foudre qui se produit, que ce soit pour un paysage, un décor, une personne, quelque chose, un geste, le geste de quelqu'un, le récit de quelqu'un, et comment finalement faire ce qui pour moi est le sens en fait de l'existence humaine, c'est-à-dire réussir à découvrir, créer, s'approprier son propre récit. Le récit, la question du récit pour moi elle est cruciale en fait. Et c'est ça dans ce livre, c'est-à-dire on peut mener une vie entière, je pense, et des gens le font, et je pense que c'est tragique d'ailleurs, sans être à l'écoute de son propre récit. Ce livre-là, il est une chambre d'écoute et d'écho à la manière dont des récits se créent, et c'est ce qui reste finalement
c'est ce qui reste, je veux dire, c'est ce qui ne meurt pas. Voilà. Ce livre, c'est ce qui ne meurt pas de chaque être humain. C'est la littérature hein, qui est ça, c'est ce qui ne meurt pas. Pouvez-vous nous éclairer sur le titre du livre? C'est très très flou tout ce que j'ai dit. Non, non, c'est pas flou. Le mont Fuji n'existe pas. Alors, un titre qui peut paraître abstrait, c'est un titre qui m'a été suggéré par une de ces rencontres que la narratrice fait. Je ne suis jamais allée au Japon. Quelle importance, puisque d'ailleurs dans le chapitre, enfin quelle importance, pas pour le Japon, mes excuses au Japon, mais pour écrire sur le Japon, une des personnages d'ailleurs de ce livre, qui était un personnage beaucoup plus de fiction, qui s'est retrouvé ensuite être la fiction en avance sur, comment dire, j'ai rêvé des personnages qu'ensuite j'ai rencontrés dans la réalité. C'est pour ça que je disais que la fiction est en avance sur la réalité. C'est quelque chose de fou, enfin d'extrêmement exaltant d'ailleurs ça. Et un de ces personnages que j'avais rêvé allait en Cornouailles dans sa tête. Moi j'y suis allée en rêve aussi, je suis jamais allée en Cornouailles, j'ai toujours rêvé d'y aller. Mais donc je ne suis pas allée au Japon, mais j'ai rêvé ce Japon. Mais il se trouve qu'une des personnes que je rencontre et qui est allée au Japon dit cette phrase: le mont Fuji n'existe pas. Pas comme une manière de supprimer l'existence du mont Fuji, mais comme l'expérience de quelqu'un qui ne l'a jamais vu en fait. Parce que ce mont Fuji, à chaque fois qu'elle est allée au Japon, et elle y est allée souvent, était noyé sous la brume, le brouillard. Et je me disais en effet, est-ce que le mont Fuji existe si cette personne ne le voit pas, si je ne le vois pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un énoncé assez fort en fait, hein, qui est à la fois un énoncé philosophique? Il y avait un grand philosophe que j'adorais qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, qui enseignait à Cambridge et qui disait à ses élèves: quand vous sortez de cette salle de classe, est-ce que la table sur laquelle vous étiez assis, vous preniez des notes, existe, puisque vous ne la voyez plus? Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, cette question-là. Et ça a à voir avec la fiction, évidemment. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis convaincue que le monde que la fiction crée et invente existe autant que ce que nous appelons réalité, et ce que nous devons nous coltiner toute la journée, et qui est souvent d'ailleurs relativement pénible, souvent, la réalité, et qui a un poids de réalité aussi fort dans la fiction. Je suis convaincue que la fiction est la seule preuve de l'existence de Dieu. Même si je ne suis pas convaincue que Dieu existe, je suis convaincue que le seul moyen de prouver que Dieu, qui peut-être n'existe pas, existe, c'est la fiction. Parce qu'il y a un poids de réalité inouï. Les lecteurs le savent bien, hein. Les lecteurs le savent bien qui, le temps de la lecture d'un livre, vivent dans ce livre avec, ce faisant, des amis ou des ennemis ou des proches, ou en tout cas des interlocuteurs aussi réels que les personnes avec lesquelles ils vivent, parfois plus, qui sont ces personnages-là. Le mont Fuji raconte ça, fait vivre ça au lecteur. Moi, je l'ai d'abord vécu. Je ne peux pas penser que le lecteur va le vivre si je ne l'ai pas vécu. C'est-à-dire ce poids de réalité de la fiction. C'est ce que ce livre raconte. Dans les personnages que vous convoquez, y en a-t-il un auquel vous êtes particulièrement attaché? Je pense que je les aime tous, y compris ceux qui ont l'air peut-être moins, entre guillemets, sympathiques que d'autres. Moi, je ne suis pas là pour les juger. Hein. Comme tout être humain dans la vie, je juge. C'est souvent idiot, les jugements. Vous les aimez tous? Voilà. Mais dans l'écriture, il n'y a pas de jugement possible, parce que justement, c'est souvent idiot, c'est souvent banal, ça ramène les jugements. Bon. Donc, il y a ce que j'appellerais une sorte de principe d'empathie. C'est-à-dire, je ne peux pas écrire sur eux si d'une manière ou d'une autre, je ne me mets pas à leur place, dans leur vie, dans leur tête. Ou si du moins, c'est peut-être une folie hein, de l'écrivain, je suis convaincue d'être dans leur vie, dans leur tête, à leur place, en étant moi-même une sorte de, comment dirais-je, de réceptacle vide, prête à accueillir n'importe qui, d'une certaine manière. N'importe qui que je me sens capable d'accueillir dans la fiction. Donc je les aime tous de ce point de vue-là. Je les vois en fait. Je les entends. Ils se donnent à vous tous avec autant de générosité et de simplicité? Alors, je pense que la générosité doit être celle de l'auteur, d'une certaine manière. Hein. En tout cas, il y a une, comment dirais-je, il faut donner d'une certaine manière, enfin il faut donner pour recevoir, hein. C'est un peu, c'est important, c'est quelque chose d'important, mais qui s'accomplit dans l'écriture aussi. C'est-à-dire, il faut que le personnage, la personnage sente qu'il ou elle ne sera pas jugé, peut être accueilli, et que ce livre va être à un moment une maison
les livres ou les films, pour moi, sont comme des maisons qui vous accueillent le temps de la lecture, le temps de la projection, le temps de l'écriture du livre. Pour l'auteur, c'est là où vous habitez. Et c'est ça, en fait, ce que j'appelle l'empathie, disons, à avoir avec ça. Et puis, il y a aussi cette idée que même si chaque personnage a une trajectoire différente, a une histoire ou un récit différent, c'est une chambre d'écho. Il y a des échos, et moi c'est ça qui me bouleverse, hein. C'est cette idée que finalement il y a dans la condition humaine, il y a des échos dans la condition humaine qui font que quelqu'un dans un contexte social avec une histoire différente, à une époque, dans un pays différent, peut trouver un écho dans un autre personnage qui a l'air d'être aux antipodes. Il y a quelque chose, je trouve que ça c'est la matière de la littérature. Non pas de mettre tout le monde sur le même plan, mais de faire musicalement entendre des échos, des dissonances parfois, mais aussi des échos. Vous êtes comme un petit vampire sur vos personnages, vous vous en nourrissez de façon tout à fait vertueuse. Comment vous sentez-vous une fois que vous nous les abandonnez, que vous nous les donnez à nous, vous lecteurs, quand vous quittez votre livre, quand vous quittez... L'écriture? Oui, de ce livre en particulier. Alors c'est très compliqué parce que c'est le seul livre que j'ai écrit qui aurait pu ne jamais avoir de fin. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai pas vraiment réussi à le quitter parce que je continue. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un pour un projet de livre que j'ai. Quelqu'un qui est un voleur professionnel, enfin. Qui a passé sa vie il a 69 ans, mais il a commencé à 14 ans, il n'a jamais arrêté. Bon. Et c'est vrai que je suis toujours, moi, assez sidérée en même temps. Bon, je commence à avoir l'habitude. Il y a une confiance quand même assez. Donc il m'a à peu près tout raconté. Tout, je sais pas, mais enfin, raconté beaucoup de choses. Et je me disais, alors ça aurait été magnifique dans le Mont Fuji, aussi bien parce que du vol, il y en a, les écrivains, bah, de fait, moi j'étais avec mon petit carnet, je prenais des notes, donc je lui volais aussi. Vous lui voliez quelque chose, bien sûr. Et c'est vrai que je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, aussi bien récemment j'en ai fait dans un lycée professionnel avec des adolescents qui parlaient presque pas un mot de français, qui me racontaient des choses, et avec qui on a fait des textes, c'était pour la Maison de la Poésie. Puis à un moment je leur ai dit, mais vous savez, moi je suis une voleuse, je viens aussi pour vous voler quelque chose de ces récits-là. Donc j'aurais aimé, voilà, donc j'ai pas réussi encore à l'abandonner ce livre. C'est parti, je crois que j'ai jamais eu ça pour d'autres livres, il y a quelque chose. Et d'ailleurs j'ai un projet de suite, déjà. Justement, j'allais vous demander quel est le prochain projet, donc. J'en ai plusieurs en fait, principalement 3. Je ne sais pas du tout lequel va l'emporter, parce que c'est les livres qui choisissent de s'écrire, hein, ils s'écrivent tout seuls. À un moment, il y en a un qui va frapper plus fort à la porte ou qui sera plus, prêt, parce qu'il faut des années quand même d'une sorte de maturation, de ce mouvement de marée qui vient, qui à chaque fois ramène un peu plus, érode un peu plus les cailloux, ramène un peu plus de sable, voilà, il prend des années Donc il y en a un qui a à voir avec le cinéma, et avec des actrices américaines, et avec quelque chose, bon, ça fait longtemps que je laisse, que ce sera, je l'évoque dans le Mont Fuji, c'est un des projets qui s'appelle, un livre qui s'appelle « 3 femmes disparaissent ». Est-ce que c'est celui-là qui va gagner, entre guillemets, je ne sais pas. J'ai un projet un peu plus, disons, presque de livre sur la littérature, aussi bien dans le prolongement du Mont Fuji, qui s'appellera « Le syndrome de Moïse », que j'ai inventé le syndrome de Moïse. J'aime beaucoup Moïse. Bon, j'ai inventé son syndrome. Et puis, il y a un 3e livre qui m'est venu beaucoup plus récemment, mais qui est là un peu, et qui s'appellera « Où sont vos morts ?» sans point d'interrogation. Où sont vos morts? Il m'est venu aussi pendant, je dois dire aussi lié au Covid. Voilà, parce que c'est une question universelle, cette question. Les morts sont quand même beaucoup plus nombreux que les vivants. Et il n'y a pas de, comment dire, cette question du récit, pour moi, elle est vraiment intrinsèquement liée. Ce que je disais, la littérature, c'est le seul moyen de lutter contre la mort, selon moi. Et en même temps, je suis assez bouleversée, et la période actuelle nous l'a montré, du fait que beaucoup de morts disparaissent sans qu'un récit leur ait été donné, qui est leur vraie sépulture. Pour moi, la vraie sépulture qu'on puisse donner à un être humain, c'est son récit. Donc ça a à voir avec ça, mais ça sera un roman dont probablement le personnage, le narrateur principal sera un chat.
Merci beaucoup.